asservis, quoi. Et vous avez une... Non, Jean-Philippe Tanguy, pour terminer. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, malheureusement, l'essentiel de mes questions s'adressaient à Greenpeace, donc je vais vous les livrer. Compte tenu du rôle que vous avez ou que vous donnez sur les grands choix de souveraineté qui ont été faits par la France, l'Europe et à d'autres échelles, je voudrais m'intéresser à vos méthodes de travail. Premier sujet, les OGM. Sur votre site, on peut trouver un article « Impact des OGM sur l'environnement et la santé, 2 points l'épreuve ». On clique. Bon, il y en avait l'odon, enfin ça je passe. On y a marqué l'épreuve. Alors, il y a marqué cette note de synthèse met en lumière les impacts des OGM sur la biodiversité et la santé humaine. Alors, on clique sur l'épreuve. On arrive à une note, il n'y a pas de preuve. Et alors là, si on va au bout de la note, c'est très intéressant, puisque c'est même totalement l'inverse qu'on trouve sur la santé. Les études indépendantes démontrant l'innocuité des cultures OGM sur la santé humaine ou animale sont cruellement absentes de la littérature scientifique. Donc, après 3 clics où on nous avait promis des preuves, on avance au bout de la note, donc au bout de 6 pages, encore après, si on a réussi à passer l'étape de l'appel au don, qu'il n'y a pas de preuves. Alors, on nous mentionne très rapidement une étude sur les souris qui, depuis, s'est avérée fausse. Donc, ma question, c'est comment justifiez-vous que vous annoncez des preuves qui n'existent pas sur les OGM? Et deuxième question, si des études, celles sur les souris, se sont avérées fausses, pourquoi vous continuez de les utiliser? La réponse vous parviendra par écrit le plus rapidement possible. Je note néanmoins que effectivement la question est assez éloignée du sujet qui nous est. Non, on a parlé des OGM. J'ai entendu, il y a eu depuis le début de la commission d'enquête, il y a eu plusieurs morceaux de débat sur le sujet des OGM, des NGT. C'est pas ce qui est majeur dans nos débats, mais on l'a discuté à quelques reprises. Voilà. Ah ben, on te convoquera, il n'y a pas de problème. Si la souveraineté, je vais vous parler des grands choix qui avaient été faits par la France et l'Europe. Si vous considérez que le fait d'avoir banni sans preuve scientifique toute la technologie OGM, moi, je peux vous trouver plein de témoignages de grands chercheurs qui expliquent que ça a eu des conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France, de l'Europe, du reste du monde. D'ailleurs, deuxième question encore sur les OGM, a été fait part en introduction, mais malheureusement, il n'y a pas eu de relance dessus. De l'interdiction aux Philippines du riz doré OGM qui permet à des populations qui manquent de vitamine A de se supplémenter, en tout cas de limiter la malnutrition. Une tribune de 160 vrais chercheurs, prix Nobel, qui ont appelé Greenpeace à ne pas soutenir, à ne pas contribuer à l'interdiction de ces OGM. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez une tribune équivalente en point de vue de poids scientifique qui vous a poussé à aider ces paysans qui, de toute façon, ont sans doute eu l'idée tout seuls? De la même manière, Madame Dalle vous transmettra une réponse la plus rapide possible. Deuxième sujet d'influence de Greenpeace sur le débat public, avec des conséquences évidemment sur les grands choix de souveraineté alimentaire, les pesticides. Alors, une fois de plus, sur votre site, on tombe santé, 2 points. Les pesticides sèment le trouble. Alors là aussi, on nous promet des preuves. Alors, je clique sur les preuves. Alors, on arrive à un rapport, et on arrive encore sur les impacts à santé, il n'y a rien. Voilà. Donc en fait, on nous explique qu'il n'y a pas d'études, et qu'on n'arrive pas à arriver à des conclusions qui sont donc les contraires de ce qu'il y a dans le petit, la première fois qu'on devait cliquer. Donc une fois de plus, j'aimerais savoir comment on arrive à ce genre de méthode de désinformation. La question est transmise. Nous allons vous apporter les éléments, y compris faire la preuve que les méthodes à Greenpeace s'appuient justement sur la recherche scientifique et sont régulièrement sourcées dans l'ensemble des rapports. Mais Madame Dalle, qui maîtrise l'ensemble de ces sujets, sera plus à même que moi de vous apporter les réponses les plus précises possibles et par écrit dans un délai le plus resserré possible. De la même façon, dans le rapport dont Madame Dalle a parlé tout à l'heure, qu'elle a présenté à la commission, si on lit ce rapport, c'est ce que j'ai fait, donc il y a indiqué que ce rapport fait des révélations. Dans ce rapport, il n'y a aucune révélation, il y a des compilations de données de la FAO et d'Eurostat.
Donc, une fois de plus, il n'y a pas de mention des experts, entre guillemets, qui ont participé à ce rapport. Il n'y a pas de comité scientifique, il n'y a que, finalement, un conglomérat de données extérieures. Alors, certes, elles sont sourcées, puisqu'elles renvoient aux sources de ces données, mais faire une compilation de données n'est pas une révélation, en tout cas, selon le dictionnaire français. Vous avez des questions? Autre question. Tout à l'heure ont été mentionnées, je crois, par Madame de L214, des experts du CNRS et de l'INRA. Alors, ces experts existent, mais ils ne s'expriment pas au nom de l'INRA ou du CNRS. Ils s'expriment à titre personnel. Ce genre de détail, sans doute pour vous, n'est jamais mentionné. Or, ces institutions ne cautionnent pas, comme institutions scientifiques, les déclarations faites à titre individuel. Donc, comment est-ce que vous pouvez expliquer que vous citez, toujours de manière partielle, parce que j'ai vérifié avant cette commission, c'est systématique, vous jetez dans le débat public le fait que vos déclarations seraient appuyées par des gens du CNRS ou des gens de l'INRA. Évidemment, ils y appartiennent, mais vous ne dites jamais que ce sont des déclarations individuelles qui n'engagent absolument pas leur institution scientifique. Donc là, on a une question pour L214. Oui, j'ai bien compris. Alors, vous parlez certainement de la tribune qui a été publiée dans la revue Sésame, où effectivement, des scientifiques du CNRS et de l'INRA se sont prononcés en disant qu'il n'y aurait pas de conditions de bien-être animal dans l'élevage intensif. Après, si vous parlez des autres publications, et enfin, je sais pas, je pense que c'est assez clair. Alors peut-être je n'ai pas dit des scientifiques et je dis l'INRA et le CNRS, mais je ne pense pas. Mais peut-être que oui. C'est un peu stressant d'être là quand même. Et par ailleurs, les études qui sont mentionnées du CNRS, de l'IDRI, là pour le coup, notamment sur les scénarios à 2050, c'est bien des études qui sont du CNRS. L'INRA, quand elle s'exprime, notamment son directeur, et qui s'exprime cette fois-ci au nom de l'INRA, on lui pose la question, qu'il s'agit de Philippe Mauguin, tout le monde pourra vérifier, faut-il arrêter l'élevage? Point d'interrogation. Sa question, surtout pas, la science est claire. Aucun scénario de prospective n'arrive à boucler correctement les cycles biogéochimiques sans élevage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je lirai son étude, mais il y a des expérimentations qui sont faites en agriculture bio-végétalienne et qui montrent très bien que l'agriculture bio-végétalienne, elle permet de faire pousser des aliments en grande quantité sur des parcelles assez modestes. Donc, j'irai lire, hein, mais a priori, voilà, enfin, c'est possible. Très bien, je serais intéressé par avoir la référence de ces études par rapport à celle du directeur de l'INRA. Je rappelle 10 000 agronomes et scientifiques à l'INRA. Encore, c'est le directeur de l'INRA dans cette publication. Je le cite, in extenso, sans aucune modification. Si le massif central était déserté demain par nos éleveurs, il serait impossible d'y planter du blé. Les ruminants permettent de valoriser ce qu'on appelle la lignocellulose, des herbes qui sont très difficiles à digérer par les humains. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, du coup, je vais quand même. J'ai pas lu tout ce que vous dites. Effectivement, on va pas manger de l'herbe. Même les végétariens et les véganes ne mangent pas d'herbe. C'est clair. Enfin, comment vous répondre? D'une part, ici, ce qu'on porte aujourd'hui jusqu'en 2030, c'est le moins 50%. Effectivement, on a une vision à moins 100% qui ne sera pas sans demander des développements et sans s'intéresser à comment faire. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les obstacles techniques sont déjà passés. Quand on se place du point de vue des animaux, on peut comprendre que voilà, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de morts, la production de viande, donc voilà, ou de poissons. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des poissons, mais c'est la même chose pour les poissons. Et sur l'INRA, j'ajouterais juste un petit bémol. L'INRA, au tout début, quand on a commencé nos actions pour dénoncer des conditions de production, on s'est notamment intéressé au foie gras. Et on s'est rendu compte que les études de l'INRA étaient biaisées. C'est-à-dire qu'elles
ils écartaient un certain nombre d'hypothèses. Ils étaient financés par les filières. Et donc, leurs études n'étaient pas du tout objectives. Donc, je me pencherai sur les textes que vous soulevez. Et par ailleurs, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et que peut-être aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire, que demain, on aura résolu. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, dans le Massif central, c'est sûr que c'est très vallonné. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive élever et tuer des animaux pour entretenir une prairie ou des choses comme ça. Enfin, il faut se poser la question de pourquoi on le fait et quelles autres solutions on aurait qui créeraient moins de souffrance. Merci. Non, là, on n'est plus du tout dans les arguments environnementaux, on est dans des arguments moraux, éthiques, philosophiques, voire religieux. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de Pythagore. N'oubliez pas, c'est dans les informations partielles et partiales que vous donnez notamment aux jeunes, que Pythagore est contre la consommation d'animaux parce qu'il considère qu'il y a la réincarnation. C'est la raison. Hein. Ce n'est pas parce qu'il pense que les animaux sont gentils par nature. Hein. C'est qu'il pense qu'il y a une réincarnation et qu'on pourrait se réincarner en animal qu'on mangerait. Mais ce serait bien, vous voyez, de manière générale, vous voyez, de ne pas donner des choses partielles. Et comme elles sont partielles, elles n'ont plus de... Oui, les hindous aussi, effectivement, mais c'est aussi par la métempsychose et la réincarnation. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est dit. C'est dommage de ne pas dire les choses, non pas que les choses ne soient pas défendables, mais voilà, mais ne pas dire de toujours. Moi, j'ai interrompu personne. Non, je ne déforme pas du tout. On vous interrompt pas, chers collègues. On réagit. On a noté qu'il y a quand même une certaine ambiance cet après-midi. Ouais. Je considère globalement, c'est quand même courtois. On vous laisse finir si vous avez encore des questions. Et oui, je m'excuse vraiment déjà par avance pour l'audition suivante. Mais c'est vrai que j'ai presque fini. Mais moi, voilà, je pense vraiment que vous suscitez beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on peut pas faire plus rapide. Allez-y, chers collègues. Je pense pas que je perds beaucoup de temps dans la façon dont je pose mes questions. Le taux de mortalité des porcelets est supérieur dans les élevages en plein air extensifs que dans les élevages intensifs fermés. Donc, donc c'est pas forcément intuitif par rapport aux vidéos que vous diffusez. Donc là, c'est valable aussi pour Greenpeace comme question. Non, il y a une présentation qui est faite des choses. Plus un élevage serait intensif entre guillemets, je parle même pas de quand vous utilisez le mot industriel, plus il est présenté comme dangereux pour les animaux, potentiellement suscitant plus de maltraitance entre guillemets, suscitant plus de mortalité. Gros plan sur des porcelets morts, alors que les porcelets meurent dans la nature aussi, je vous l'informe. Donc à partir du moment où vous ne dites jamais dans vos vidéos, si on filmait des exploitations extensives, nous prévenons notamment nos jeunes et sensibles téléspectateurs que le taux de mortalité des porcelets serait supérieur à celui des élevages. Alors juste pour revenir sur Pythagore, voilà. Oui, peut-être pour telle ou telle raison. Enfin voilà, il a eu des citations qui sont quand même intéressantes de considérer. Et voilà. Après, il y a plein d'auteurs qui se sont intéressés à la question de notre rapport avec la viande. Effectivement, des qui sont plus moraux, philosophiques, d'autres qui sont plus, comment on dit, métaphysiques, ou je sais pas quoi, spirituels. Voilà. Et effectivement, on ne parle pas de questions. Enfin, L214, son objet, ce n'est pas la question environnementale, c'est la question des animaux. Donc, effectivement, nous, on se place du point de vue des animaux qui n'ont aucun intérêt à être élevés pour être tués derrière et mangés. Voilà. Quant au taux de mortalité, effectivement, c'est la même chose pour les poules pondeuses. Si vous les laissez aller à l'extérieur, leur taux de mortalité est plus élevé, encore que ça commence à se rejoindre. Les dernières études qu'on a vues, c'est plutôt approximativement... en tout cas, ça se rejoint. Les courbes étaient très éloignées au départ et elles le sont un peu moins maintenant. Mais la question de la mortalité n'est pas le seul aspect à regarder. Si on nous enferme dans un appartement sans nous laisser de sortie à l'extérieur, c'est clair qu'on a moins de risques de mourir d'accident de voiture ou autre. Donc oui, c'est tout à fait logique. Voilà. Mais il n'y a pas que les taux de mortalité. Il y a les 100% au final. Oui, la mortalité quand même, 100%, ils sont tous morts à la fin, en général. Est-ce qu'il y a encore une question ? Est-ce que ça peut être la dernière ? Oui, non, Merci. mais la mort nous attend tous, ça j'avoue que c'est une révélation de cette commission d'enquête. Des associations animalistes ont plusieurs fois libéré des animaux d'élevage dans la nature,
par exemple un élevage de visons. L'ensemble des visons libérés sont tous morts dans la nature. Donc c'est un meilleur destin de mourir dans la nature que de mourir dans un élevage. Bon, c'est la question alors, terminale ouais, et une c'est la question question sur. terminale. C'est la question sur les modes d'action Vraiment, d'autres ça va être la d'autres dernière prise de organisations. parole, et puisque là, on va Voilà. quasiment 1 heure. Voilà. Alors, de notre côté, on fait pas ça du tout. Effectivement, enfin voilà, enfin vous le soulignez très bien. Juste ouvrir les portes des élevages, ça ne répond pas au problème. Et effectivement, c'est exposer des animaux qui ont été toute leur vie en enfermement, dans des conditions qu'ils connaissent pas, ils savent pas chercher leur nourriture. Mais c'est aussi le même principe que font les chasseurs. Voilà, ils lâchent des 15 millions d'oiseaux pour pouvoir les chasser, qui n'ont jamais connu l'extérieur. Et vous croisez de temps en temps des oiseaux complètement hagards. 80% d'entre eux meurent avant même d'être chassés. Voilà, donc il y a vraiment cette question-là d'une part. Et d'autre part, parfois, ça se passe plutôt pas trop mal. J'ai l'exemple, mais là, c'est pour le coup, c'est un éleveur qui a ouvert les portes de son élevage en Espagne, parce que voilà, il a arrêté sa carrière. Et les bovins qu'il a relâchés, en fait, sont dans les Pyrénées et sont en totale liberté, se sont très bien acclimatés. Il y a des animaux comme ça qui ont réussi à survivre effectivement et à créer leur propre communauté. Voilà. Leur seul problème, c'est quand ils s'approchent des routes côté français, où pour le coup, on les gère avec des coups de fusil. Mais sinon, ils étaient plutôt pas trop mal. Il y a le rapporteur qui voulait faire une dernière remarque et après on conclut. Voilà, juste une précision, parce que je ne veux pas que mes propos soient dénaturés sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'ai eu le temps de revoir la vidéo du laboratoire de Bazas. Il y a effectivement certains passages où je maintiens que je ne vois pas le caractère problématique. Un animal qui se débat, j'ai déjà vu ça aussi dans un élevage, c'est pas propre à l'abattoir. En revanche, il y a un certain nombre de vidéos d'animaux qui sont égorgés sans être étourdis, ce qui est légal, mais ce qui peut être un combat, c'est le vôtre. Et pour tout vous dire, je le partage aussi, mais voilà, je tenais à faire cette précision sur cette vidéo. Donc c'était une précision qui n'amène pas de réponse. Voilà, on va conclure. Je suis désolé s'il y a des frustrations, mais on a 55 minutes de retard. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à L214, à Greenpeace pour ce débat très intéressant. Et s'agissant de Greenpeace, donc Jean-Philippe Tanguy vous a posé un certain nombre de questions. On vient d'ailleurs, je le dis, d'avoir un message très rapide d'excuse de Madame Dalle du fait qu'elle s'en est allée. Donc je la remercie pour cette courtoisie. Et en tout cas, Jean-Philippe Tanguy attend des réponses et le plus rapide sera le mieux.